En bref, aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du dernier bouquin d'Alain Ray, 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans, ces derniers m'ont contacté pour me proposer de faire une vidéo en partenariat avec eux. Et effectivement, en feuilletant le bouquin, je me suis rendu compte que pas mal de mots de la vie de tous les jours aujourd'hui ont popé assez récemment, mais il y en a surtout un qui m'a intrigué et qui a pris tout son sens à un moment précis de l'histoire récente, c'est le mot contestataire. Alors à la base, ça date, mais genre bien quoi. Ça nous vient du latin testis, qui voulait dire témoin, et ça nous a donné les mots testament et attester. Depuis le XVIe siècle, le verbe contester voulait dire remettre en doute quelque chose, mais depuis 1968, il a aussi pris pour sens remettre en question l'ordre établi. Et c'est cette même année, en 1968, qu'est né le mot contestataire, qui n'existait pas avant donc. Du coup, je me suis demandé, dis donc Dave, pourquoi ce changement? Eh ben, bonne question. Enfin bref. 1968, c'est l'année de l'assassinat de Martin Luther King, c'est aussi l'année de la légalisation de l'IVG au Royaume-Uni, mais c'est surtout l'année des événements de mai 68. J'aurais aussi pu dire c'est l'année de mai 68, mais bon, on se doute bien qu'il y avait un mois de mai en 1968. Du coup, mai 68, c'est quoi? Pour faire simple, on pourrait dire que c'est une révolte étudiante contre l'ordre établi, blabla, le capitalisme, tout ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Un peu de contexte pour commencer. En 1968, on arrive à la fin des 30 Glorieuses, une période de croissance économique bien chambée qui fait suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La société de consommation commence à bien s'installer comme il faut, et le monde, surtout occidental, mais pas que, va voir énormément de changements s'installer très vite. C'est simple, il suffit de prendre une photo de 1930 et une de 1960 pour se rendre compte qu'on est passé d'une fin 19e siècle à peine entamée à un monde qui nous paraît plus moderne et familier en l'espace de quelques décennies. En France, c'est du côté des étudiants que tout va partir. Pendant les 30 Glorieuses, du coup, la classe moyenne va exploser de manière assez violente, notamment grâce à l'apparition des grandes et très grandes surfaces, la démocratisation de la voiture ou encore l'accès plus facile à la propriété. De plus en plus de monde quitte la campagne pour s'installer en ville. Alors ça va se traduire logiquement par une explosion démographique en ville, certes, mais surtout par une explosion des effectifs en université. Entre 1960 et 1967, le nombre d'étudiants va augmenter de 40 000 par an. L'État veut plus de diplômés. Et il va en avoir. On passe donc de 214 000 étudiants en France en 1960 à plus de 508 000 en 1967. Les profs et les établissements ont un peu de mal à suivre. En plus de ça, en 1966 arrivent des réformes de l'université qui chamboulent tous les systèmes, de notation, d'examen, de diplôme, que les systèmes administratifs universitaires ont encore plus de mal à suivre. Les étudiants sont nés dans une période d'après-guerre où l'éducation des enfants en France est encore stricte et calquée sur des valeurs de hiérarchie et de famille bien figées. Mais au fur et à mesure, tout ça se détend et les ados qui deviendront les futurs révolutionnaires de 1968 ont plus de mou pour faire ce qu'ils veulent. Le monde commence à se rendre compte qu'ils existent et ils ont droit à leur propre musique ou leurs propres émissions de radio. On passe d'une jeunesse dressée à suivre les directives qu'on lui donne à une génération qui a envie de faire ce qu'elle veut. Comme le rappellera un des slogans des manifs de 68, il est interdit d'interdire. À tout ça, on peut rajouter la guerre du Vietnam, première guerre couverte en direct par les médias dont tout le monde peut suivre l'avancement et surtout les déboires, à la télé, fraîchement arrivée dans les foyers français. Aux États-Unis, énormément de jeunes vont militer contre cette guerre. On découlera le mouvement hippie qu'on va pas mal retrouver dans la littérature, le cinéma ou la musique de cette époque. La guerre, c'est un truc de vieux et les jeunes, eux, ils veulent la paix. Et ces idées vont progressivement faire leur chemin en France. D'ailleurs, c'est pas que français cette envie de révolte chez les étudiants. On va la voir apparaître aux États-Unis, comme on l'a déjà dit, mais on va aussi voir émerger des mouvements contestataires étudiants au Japon, en Italie, en Tchéquie ou encore en Suisse. On est face à un phénomène mondial. Sauf qu'en France, quand on descend dans la rue, on le fait pas à moitié. Le 22 mars 1968, suite à l'arrestation de jeunes qui manifestaient contre la guerre du Vietnam, la fac de Nanterre est occupée et bloquée par des étudiants. Dans le temps, on retrouve des mecs comme Daniel Cohn-Bendit ou Bernard-Henri Lévy qui revendiquent une liberté d'expression politique. Parce qu'à l'époque, la parole des jeunes, on s'en fiche un peu. Comment? On me dit que ça a pas changé aujourd'hui en fait. L'occupation vire très vite à l'affrontement et devant le bordel évident de la situation, le doyen de l'université fait fermer la fac et suspendre les cours. Du coup, les étudiants délocalisent à la Sorbonne, rebolote, ça se castagne avec les CRS, ça jette des pavés, la fac est fermée, c'est tout le quartier latin qui est en état de siège avec supplément barricade. Au début réticents, des syndicats comme la CGT se joignent aux manifestations, ainsi que des profs et surtout les ouvriers. Oui, parce que les ouvriers aussi sont pas contents. Comme on l'a dit plus tôt, on arrive à la fin des 30 Glorieuses, le chômage explose et les salaires diminuent comme peau de chagrin. La situation est tellement critique qu'en 1967 est créée la NPE. Alors, si ça vous dit rien, sachez que c'est parce que vous avez moins de 20 ans et que ça a été renommé Pôle emploi en 2008. Voilà. Mais l'entrée des ouvriers dans la danse ajoute un facteur qui va retourner toute la situation, les grèves. Quand vous vous plaignez qu'il n'y a pas assez de trains quand la RATP est en grève, ou la STAN, ou la Cube, ou la RTM, ou Transpol, ou Tisséo, ou CTS, ou la TAO, ou la TCRA, dites-vous qu'à l'époque, c'est tout le pays qui était paralysé pendant un mois. Alors, les mouvements avaient déjà commencé fin 67, mais s'intensifient vraiment à cette période. Faut se dire qu'à l'époque, on faisait 52 heures par semaine pour un salaire de misère, et le patron avait tout pouvoir sur ses employés, ce qui a légèrement commencé à saouler tout le monde. Plus au passage, une réforme de la sécurité sociale à laquelle les syndicats font opposition. Une grosse grève est prévue pour le 13 mai, et au final, elle va durer jusqu'au 30. Le pic de la grève, c'est près de 10 millions de personnes qui travaillent pas. Sacré bordel.
Mais c'est pas pour autant qu'ouvriers et étudiants marchent main dans la main. Les mouvements ouvriers se méfient des milieux étudiants qu'ils considèrent comme une petite bourgeoisie. Le 25 mai, des négociations débutent à l'initiative du Premier ministre Georges Pompidou entre les représentants du gouvernement, les syndicats et les organisations patronales. Ces négociations déboucheront sur les accords de Grenelle le 27 mai, qui augmentent le SMIC de 35%, les autres salaires de 7% et abaissent aussi le temps de travail à 40 heures par semaine. Mais les grèves continuent et le 30 mai, le général de Gaulle dissout l'Assemblée nationale. Au final, à la mi-juin, on vire les étudiants qui restent à la Sorbonne et le travail reprend petit à petit. On s'en rend pas forcément compte, mais beaucoup des droits sociaux qu'on a aujourd'hui datent de cette époque. Le droit de revendication salariale, la liberté de se réunir en syndicat, le droit aux ouvriers et aux étudiants d'avoir la parole, ça peut paraître comme un truc random, mais c'était pas du tout le cas à l'époque. Et le regard critique qu'on a sur la vie politique aujourd'hui, ça nous vient aussi de cette époque. Faut savoir qu'en 1968, ça faisait presque 10 ans que le général de Gaulle était au pouvoir, et les élections au suffrage universel ne datent que de 1965. Alors petit correctif, le droit de vote au suffrage universel en France a été instauré en 1789, puis il a été aboli, restauré plusieurs fois. Il n'a pas toujours été appliqué au pied de la lettre. Mais ici, on parle de la période où ça a été instauré pour la dernière fois et qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Voilà. Et c'est à travers tous ces événements que le mot contestataire a pris son sens moderne et que c'est devenu normal et naturel de remettre en cause l'ordre établi. Enfin bref. Alors, avant de vous laisser, j'aurais voulu remercier une dernière fois les éditions Le Robert de m'avoir donné accès au livre 200 drôles de mots qui ont changé nos vies depuis 50 ans, qui célèbre au passage, comme on l'a déjà dit, les 50 ans du petit Robert. Alors, le bouquin est vraiment cool, sinon j'en aurais tout simplement juste pas parlé. Alors, tout simplement, comme on l'a dit en début de vidéo, il retrace l'origine de 200 mots qui sont apparus au cours des 50 dernières années, qui n'existaient donc pas avant. Et en partant d'un seul mot, on peut débouler sur des trucs assez ouf, comme ce qu'on vient de faire aujourd'hui en fait. Alors, je sais que ça fait un peu vitrine publicitaire, tout ça, mais honnêtement, comme je l'ai dit, si je trouvais pas le bouquin cool, j'en aurais juste pas parlé. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. C'est super dur d'enregistrer une voix off avec le nez bouché en fait, tu te sens vraiment bête quand tu fais ça. Mais bon, tant qu'à faire, j'ai 20 secondes à meubler, du coup, n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur la page Facebook, parce que je vais vous laisser un petit sondage pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. Voilà, je dis ça, je dis rien. Des bisous. À plus.